Eh ben, bonjour tout le monde, merci d'être venu à cette table ronde, cette nouvelle table ronde qui va boucler avec pas mal de choses qui ont été évoquées là dernièrement, là, avec la vidéo 360, on en parlait à l'instant, les nouvelles techniques auxquelles ça nous confronte un peu, les nouveaux usages, donc les nouveaux formats à produire. Et en fait, cette table ronde, elle est née du fait d'un projet piloté dans le cadre de Digital FCU, à travers le lancement de la marque Unicamp, dans laquelle 19 universités, il y a un consortium de 19 universités qui travaillent et qui sont un peu challengées sur la production de micro-certifications payantes. Et notamment la production de teasers. Les teasers, enfin, voilà, c'est ce que va vous présenter Sandrine. Voilà, donc j'en profite pour présenter Sandrine Delacroix-Morvan, qui est responsable communication de FunMOOC, Delphine Boidron, qui est responsable communication de l'Université d'Angers et qui vient aussi en sa qualité de membre ComoSup, qui est l'association des chargés de communication, des responsables de communication supérieurs. Ok. Et pardon, Étienne Husson, qui est réalisateur audiovisuel à Paris 8 dans une cellule de création audiovisuelle. Voilà, et donc l'enjeu ici, ça va être donc d'explorer un peu ces. Alors aussi, je tiens à préciser donc aussi que Anstia est membre partenaire, bien sûr, de Digital FCU et participe à la réflexion autour de l'audiovisuel et d'ailleurs ouvert une proposition de poste de coordination AV pour le projet Digital FCU, qui est une proposition de poste en vacation horaire. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser ou à Sandrine. Je pourrais éventuellement vous éclairer là-dessus. Ou peut-être d'autres personnes qui connaissent le projet. Je crois à Philippe Topalian peut-être et Sandrine peut-être toi aussi. Voilà, je ne veux pas mouiller les gens. Voilà. Donc on va parler des nouveaux métiers. Ces nouveaux métiers de l'audiovisuel. Et ces nouvelles interactions aussi que ça suppose, c'est pour ça qu'il y a Delphine Boidron par exemple de la communication. Ce sont souvent des projets qui nous amènent à travailler en coordination avec des services avec qui parfois c'est pas toujours, c'est pas récurrent, c'est pas tout le temps bien implanté comme fonctionnement. Donc voilà, ça nous fait explorer aussi de nouvelles interactions. Voilà. J'en ai dit suffisamment, je crois, voire trop. Donc je laisse la parole tout de suite à Sandrine. Merci Pierre-Yves. Alors, je suis là pour vous parler effectivement de nouveaux formats vidéo, mais pour arriver à décrire et que vous compreniez bien en quoi c'est innovant, je vais être obligée de revenir un tout petit peu en arrière et puis de vous expliquer le périmètre du projet et qu'est-ce qu'on demande aux équipes audiovisualistes qui créent ces vidéos. Alors, déjà dans un premier temps, vous êtes bien placé pour le savoir, la vidéo, ça a un impact incroyable, c'est un facteur d'engagement. Pour nous qui sommes à la communication, c'est vraiment un type de contenu qui est extrêmement précieux. La vidéo, c'est déjà répandu dans les universités, hein, à la fois à l'interne pour les cours dans Moodle, mais aussi en externe. Les services communication des universités utilisent beaucoup la vidéo en termes de promotion de l'établissement, promotion de marque. Donc tout ça, c'est pas nouveau. La nouveauté, c'est quoi? C'est que là, on va partir sur de la vidéo pour promouvoir la formation continue des établissements d'enseignement supérieur. Et c'est le cadre de ce projet Digital FCU. Et là, c'est autre chose, parce qu'on n'est plus dans l'explicatif, on n'est plus dans le cours, on est dans la promotion, dans la publicité. Je déflore un petit peu le sujet quand même, hein, je fais un petit peu de teasing. Digital FCU, c'est un projet, comme Pierre-Yves l'a dit, porté par Fun. Il y a 19 universités métropolitaines qui sont dans le cadre de ce projet. Peut-être que même si vous l'ignorez, votre établissement fait partie déjà du projet. Il y a également Anstia et il y a également Ikigai Games for Citizens, qui est une association de l'enseignement supérieur autour de la ludopédagogie, pour faire court. Donc Fun a un rôle structurant dans ce projet de pilote, d'accompagnement, et moi, mon rôle là-dedans, c'est d'aider à la vente.
Parce que là, on ne parle plus de MOOC, on parle de vente des formations professionnelles créées par des équipes pédagogiques et des enseignants des universités sur le marché concurrentiel. Donc, toujours dans le cadre de ce projet, pour que vous me compreniez bien, en communication, quand on crée une campagne de communication, on fait les objectifs, la cible. Il y a comme ça un certain nombre de checklists à prendre en compte pour ne pas se disperser. Donc là, je vais vous parler en 2 minutes du projet Digital FCU. On va accompagner grâce à ce projet les formateurs, qu'ils soient du public, du privé, infrabac, suprabac, qu'ils aient des spécialités dans le domaine de la santé, qu'ils soient dans le domaine de la VAE. Il y a plein un périmètre assez étendu, mais au global, ce sont des formateurs. Et les accompagner à quoi? Aux profondes transformations que le numérique a apportées dans le cadre de leur métier. Apporter aussi une réponse mutualisée, et c'est tout l'enjeu de ce projet, d'arriver à faire de la co-construction à 19 établissements. Moi, je viens d'un établissement parisien, avant d'être dans le poste que j'occupe, et je perçois autant les discussions sont généralement assez aisées, autant la co-construction d'un projet qui doit avancer et se coordonner à 19, c'est une autre paire de manches. Là, on y arrive. Et l'objectif, c'est quoi? Former plus de 10 000 personnes sur 5 ans et développer plus de 7 000 heures. C'est énorme. Ça fait à peu près, au global, alors c'est une estimation à la louche, 1 millier de formations. Pour ce faire, en termes de communication marketing, on a lancé une marque qui est la marque Unicamp. Pourquoi? Parce que quand on va vendre toutes ces formations, on ne peut pas dire que on peut pas les adosser à Digital FCU. Digital FCU, c'est le nom du projet. C'est pas compréhensible pour le secteur concurrentiel. Donc on a créé cette marque Unicamp. Et là, pour le coup, effectivement, on rentre dans le champ concurrentiel. Alors, quelles difficultés? On l'a dit tout à l'heure, les vidéos, c'est un moyen formidable d'engager. Et c'est aussi un moyen, sur les réseaux sociaux, d'aller capter du trafic de gens qui potentiellement peuvent être intéressés. On entre dans un champ concurrentiel. Et là ça fait 8 ans que moi, je diffuse du teaser de MOOC. On en a fait énormément, mais c'est plus du tout le même paradigme. C'est de la formation payante. Ça implique une exigence plus importante des personnes qui vont acheter. Vous et moi, quand on va acheter un truc à 30 € sur Internet, c'est pas la même chose que si c'est 300, 700, 1000 ou plus. Et là, on est sur des périmètres financiers qui sont plutôt entre 200 et 1200. On a sur les réseaux sociaux, sur Internet, une infobésité. Donc, si on utilise de la vidéo pour capter du trafic, il faut que cette vidéo, elle soit bien foutue, elle soit signifiante, mais aussi qu'elle réponde à des codes. Et pourquoi? Pour justement se démarquer. Et jusqu'à présent, les teasers de fun ont été toujours sur la même posture, qui est une posture courante à l'université, qui est que, on appelle ça à l'interne chez nous, pas des teasers, mais plutôt des syllabus vidéo, où le prof est là et explique en quoi le cours est intéressant et qu'est-ce qu'il va déployer comme structuration pédagogique et qu'est-ce que les gens vont apprendre. Là, on oublie. On n'est plus du tout dans ce paradigme. On change carrément de monde. Donc, on change de posture. On n'explique plus le contenu du cours. On cherche à susciter une émotion pour attirer l'attention. Et ça, c'est une posture publicitaire. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire dans les établissements d'enseignement supérieur. Et pourtant, quelque chose qu'il va falloir que l'on fasse quand même. Parce qu'en face de nous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein d'organismes de formation qui proposent des formations dont le contenu est, on va dire, peuvent être très bien, mais souvent n'est pas réellement aussi fort, aussi structuré, aussi impactant que les cours créés par les établissements d'enseignement supérieur. Mais le teaser, c'est quoi? Ça va être la boîte, ça va être le moyen de dire aux gens « arrêtez-vous ». Arrêtez-vous parce que ce que l'on propose, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et pour ça, il faut qu'on change les codes. Donc on entre dans une démarche publicitaire.
on aura gagné si, à un moment donné, ils vont jusqu'au bout de la vidéo et ensuite, la démarche qu'on souhaite qu'ils adoptent, c'est qu'ils aillent directement sur la page du syllabus, la page de la vidéo, pour passer de l'autre côté et obtenir cette explication. Mais l'explication ne doit pas être dans la vidéo. Donc tout ça nécessite un travail d'accompagnement parce que les collègues dans les établissements n'ont généralement pas l'habitude de faire ça, sauf avoir des collègues qui ont une vie professionnelle antérieure qui a côtoyé le monde de la pub. Alors chez nous, dans mon service, il y a 2 personnes qui nous aident pour faire ça. Jade qui s'occupe du marketing, parce que là on n'est plus dans la communication, on est dans le marketing, on va ramener du trafic. Et puis on a une autre personne qui est Christian. Christian vient du monde de la publicité, et donc lui il est bien placé pour, il est réalisateur, il est bien placé pour justement discuter avec vous, discuter avec les collègues sur ce changement de posture. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà produit un contenu un peu didactique sous le terme de cahier de formation pour expliquer à la fois en termes de vidéo et en termes de marketing qu'est-ce qu'on attend des collègues qui vont travailler là-dessus. Et ensuite, on a déployé une formation en présentiel qu'on espère déployer en distanciel pour le 2e semestre. Et lorsque les collègues des 19 universités viennent avec leur formation, eh ben on travaille sur le concept. On passe une journée, on travaille sur le concept. On leur dit, voilà, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Et ils prennent cette formation, qui est un exemple, mais un exemple concret, parce que ces formations-là, ils vont devoir faire les vidéos de l'intérieur du cours. Mais moi, je m'en fiche des vidéos de l'intérieur du cours. Ce qui m'intéresse, c'est toute la partie promotionnelle. Parce que si la vidéo, le teaser, et puis tout ce qu'on va avoir en rush n'est pas bon, ben moi, je ne vais pas pouvoir vendre. Donc l'idée, c'est d'arriver dans une démarche de co-construction pour arriver à produire quelque chose qui soit dans l'objectif de vente. Donc, qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande, une fois qu'ils ont fait cette première étape qu'on accompagne, on réceptionne un premier montage, mais aussi tous les rushs. Pourquoi? Eh bien parce que ce premier montage, nous, on va le remasteriser. On va rajouter des choses pour qu'il soit encore plus impactant. Il va y avoir une navette de nous vers eux. Et puis ces rushs, ils vont servir à quoi? Ils vont servir à faire tous les reels, tous les contenus vidéo de 5, 10, 12 secondes que nous, on va reconcevoir pour propulser sur les réseaux sociaux. En plus du teaser. Next. Donc, l'idée de tout ça, c'est, parce que je ne vais pas m'étendre un peu plus, on va peut-être passer aux différentes questions, mais c'est vraiment, il y a un point d'attention à avoir sur le fait que tout ça est complètement en dialogue les uns avec les autres. Et c'est en ça que c'est compliqué. Nous, il faut qu'on aide les équipes à changer leur posture, mais on ne fait pas une formation et puis chacun repart dans sa crèmerie et puis à la fin, on réceptionne quelque chose qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Nous, ce qu'on souhaite, et avec certaines équipes, ça a déjà bien commencé, ça fonctionne, on est en dialogue constant. On discute, on forme, et puis après, individuellement, les équipes pédagogiques reviennent vers nous, discutent pour le marketing, pour la vidéo, pour le concept, et il y a vraiment cet accompagnement que l'on propose, et on peut se mettre en disponibilité très très rapidement. Alors, on voulait vous montrer juste un exemple d'un teaser et puis d'un reel qu'on a extrait, pour vous montrer en quoi ça consiste, et qui n'est pas forcément... On n'a pas pour autant des budgets publicitaires qui permettent de passer sur TF1. L'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est d'être différent, de changer de posture. Et l'autre, comment ça s'appelle? J'y arriverai pas. Je peux pas le faire.
On le démarre. Je ne vais pas y arriver. Je ne peux pas. Oh non, on va pas y arriver. Oh, je peux pas le faire. Dites adieu au cauchemar. Créer des ressources respectueuses du droit d'auteur n'a jamais été aussi simple. Rejoignez-nous dès maintenant. Donc vous voyez l'ambiance, rien à voir avec la choucroute. Hein. Créer une ressource respectueuse du droit d'auteur. Si l'enseignant avait fait un teaser habituel comme on en voit sur Fun, c'est quelque chose qui aurait été très didactique. Là, l'objectif, c'est d'attirer l'attention des gens. Et à partir de ça, on en tire des petits bouts de séquences pour reproduire ensuite d'autres contenus sur les réseaux sociaux. Je peux pas le faire. Je peux pas. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Dites adieu au cauchemar. Créer des ressources respectueuses du droit d'auteur n'a jamais été aussi simple. Rejoignez-nous fun-mooc.fr. Donc là, c'est un 12 secondes. Et c'est un vertical. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'équipe fait un tournage, il va falloir, lors du tournage, qu'il anticipe le fait que le sujet qui doit être filmé, le ou les sujets, soient bien centrés. Parce qu'on en fait ensuite un format 16/9, on en fait un vertical, potentiellement on peut en faire également une séquence d'un point de vue carré. Et donc ça veut dire que, en termes techniques, ça nécessite de penser tout ça à l'avance. Est-ce qu'il y a des... Oui. Je ne sais pas si on a le temps, on n'a peut-être pas le temps. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Moi, j'ai peut-être une question. Justement, après, qu'est-ce qui est fait au niveau du service communication? Parce que parfois, on a on a ce sentiment que parfois, les vidéos ne sont pas forcément toujours énormément exploitées en communication après, en termes, par exemple, de relations presse qu'il pourrait avoir, de diffusion. Alors, diffusion sur les réseaux sociaux, ça va, mais plus que, en fait, pour promouvoir la vidéo un peu plus lointain que simplement de nos canaux habituels, quoi. Alors, là, l'objectif, c'est la vente. Moi, le reste, je m'en fiche. C'est pas du tout une posture de on valorise pour du partenariat, on valorise pour valoriser l'établissement. Moi, mon objectif, c'est un seul objectif, c'est vendre la formation. Et c'est là-dessus que mes résultats vont être positifs, négatifs et évalués. Derrière, on peut très bien imaginer que, et dans le cadre du projet DFCU, il va y avoir un certain nombre de vidéos qui vont être faites derrière, qui pourront reprendre et agréger pour des problématiques de visibilité, pour d'autres objectifs. Mais là, à l'instant T, en dehors de la vente, le reste, ça ne m'intéresse pas. Mais justement, dans le cadre de vente, de formation, est-ce qu'il y a une stratégie de communication particulière qui passe par certains types de médias particuliers, des interlocuteurs? Alors, nous, on a créé des comptes depuis environ 1 an, qu'on alimente avec des contenus qu'on a créés, mais sans avoir les contenus des formations. On a raconté le projet Digital FCU. Il y a plein de choses que je ne vous ai pas dit, mais toutes ces formations vont pouvoir s'agréger, créer des sortes de blocs de compétences, et ensuite ces blocs de compétences vont être diplômants. Donc il y a tout ça, plein de choses à raconter sur qu'est-ce qui va être... qui sont aussi des arguments de vente, mais qui sont pour l'instant très théoriques. Là, on entre dans le dur, et l'objectif, c'est formation par formation, de ramener le trafic. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'exemple que tu donnes là, c'est le respecter le droit d'auteur. Et je rebondis là-dessus parce que pour moi, dans cette question de production de contenu dont on veut en faire qui a pour vocation de produire des ventes, c'est pas dans nos habitudes et on n'a pas forcément les bons réflexes. Et comment est-ce que Digital FCU peut nous accompagner sur ces questions-là? Hier, on a vu qu'on avait un débat qui est né sur la question des droits d'auteur, etc. Donc, est-ce que tu as des éléments de réponse là-dessus ou... Alors, tu veux dire comment est-ce que le synopsis a été créé pour réaliser le teaser, c'est ça?
Le synopsis. Comment est-ce que quel est le concept, la procédure de création de concept pour ce teaser? Alors ça, on peut en parler, mais je parlais aussi du droit d'auteur parce que en fait, ici, on voit que le format du teaser qui est proposé, un format original et qui touche peut-être, tout est créatif, toute la création est originale. Mais si on utilise des ressources payantes ou des acteurs, des comédiens, etc., qu'on doit rémunérer, le droit à l'image, etc. Ça, il faut respecter toutes les contraintes du droit à l'image, citer les crédits, mettre évidemment dans la outro les gens qui ont participé, faire signer évidemment des autorisations de droit à l'image qui sont évidemment bornées dans le temps. Pour ça, je vous invite à vous rapprocher de votre délégué à la protection des données qui a sûrement des fiches types et je suis désolée, et et bien entendu, rien ne peut être diffusé si tout ça n'est pas bordé en amont, quoi. Et bien entendu, là aussi, comme on est dans le champ concurrentiel, c'est encore une surcouche. Ça fait partie de l'accompagnement que DFCU propose aux établissements, puisque notre directrice juridique a travaillé sur des fiches d'autorisation de droit à l'image spécifiques qui sont diffusées dans le cadre du consortium. Il y a une question. Oui, merci pour l'éclairage, parce que ce projet, parfois, il est un peu complexe à saisir pour nous, audiovisualistes des universités. On est quand même quelques services de production qui faisons déjà de la production. On l'a vu tout à l'heure dans la présentation de notre collègue, on est capable quand même de faire des teasers et des grosses productions. Peut-être que ce n'est pas le cas dans les universités des 19. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je vois qu'il y a un changement de posture. Donc, c'est ce que tu as dit tout à l'heure qui me semble plus compliqué. Pour moi, ce n'est pas le changement de posture de on est réalisateur, on produit ce genre de vidéo. Nous, ça ne nous inquiète pas de faire ce genre de vidéo. On en parlait avec Jean-Philippe, on en fait depuis super longtemps. On ne fait pas forcément des syllabus dans tous les services. On est en capacité, c'est le posture de se dire ce que vous dites, c'est-à-dire nous, on travaille pour vendre une formation. Ce n'est pas nos postures dans les établissements. C'est-à-dire que nous, on est capable de faire des teasers, mais je pense que c'est important de aussi se dire qu'on sait faire déjà ce genre de choses. Mais après, c'est sur la partie marketing. Il y a deux choses. On voit, nous, que dans ces cas-là, il faut quand même des comédiens. Alors, est-ce que vous avez des enveloppes sur ça ? Parce que, donc là, on en parlait tout à l'heure, quand on veut une bonne qualité de prod, parce que c'est fictionnel, est-ce que du coup, il y a moyen d'avoir des prestations de comédiens ou des gens à l'intérieur des fictions pour payer des comédiens ? Ou est-ce que ce n'est pas nécessaire dans les teasers que vous avez ? C'est ma première question. Les universités reçoivent de l'argent pour produire ces formations. Et dans cette enveloppe-là, c'est chaque université qui décide de l'allocation. Donc, moi, je n'ai pas de budget à vous donner en plus. C'est un arbitrage en interne sur ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire. Donc ça, en fait, juste pour comprendre, les universités ont des enveloppes qui sont gérées par quel service, du coup ? En fait, c'est piloté. Le projet Digital FCU, comme son nom l'indique, c'est le digital au service des FCU. Et évidemment, les services FCU de chaque établissement sont mobilisés. Après, je ne suis pas du tout au cœur du projet DFCU dans sa partie administrative, mais il y a un référent par établissement sur un comité de pilotage qui lui organise, et puis il y a toute la gestion budgétaire qui dépend de cet arbitrage-là, quoi. D'accord, oui, ce qui est clair, le fait que potentiellement il faut faire des liens avec les services audiovisuels qui ne sont pas forcément évidents avec les services de formation continue dans nos établissements. Parce que c'est, peut-être c'est ça. Ça change d'un établissement à l'autre. C'est ça, voilà, là, ça je ne suis pas dans votre établissement, donc je ne peux pas répondre à votre question. Non, juste pour rapport à... Nous, on ne fait pas partie de ça, mais c'était des questions que je me posais de structuration, parce que si on veut une bonne production, il faut une bonne pré-production. Et derrière, les teasers, c'est vous qui les faites. C'est-à-dire que du coup, il faut que les petits teasers sur les réseaux sociaux verticaux, du coup, après, les producteurs font le gros format, si j'ai bien compris. Et la question, c'est après, vous rebasculez. C'est vous qui faites tous les petits formats ? Oui, on fait tous les petits formats, oui. Le teaser grand format, on demande un premier montage.
mais on demande aussi les fichiers mères. Et derrière, on les reprend et on fait des propositions qui, selon nous, en augmentent l'impact. On peut couper des séquences, moins souvent en rajouter, peut-être rajouter autre chose, remasteriser le son, et derrière, on arrive à quelque chose que on leur renvoie en leur expliquant pourquoi on a fait ça et ce qui, de notre point de vue, est mieux. Mais c'est eux qui ont le dernier mot. Par contre, pour tout ce qui est petites séquences, d'ailleurs, dans certaines séquences, on a utilisé des rushs qui n'étaient pas utilisés dans le teaser. Mais ils nous ont balancé toutes les séquences et nous, on préfère. Et derrière, on peut se servir et puis voilà, quoi. On peut prendre une question, mais on a quand même 2 autres personnes qui doivent intervenir, donc après on va... C'est très court. On a déjà fait des teasers pour les MOOC. Ça m'étonne de voir, parce que je trouve pas Fun sur Instagram, par exemple. Je ne trouve pas Fun sur Instagram. C'est pas Fun, c'est Unicamp. Ah d'accord. C'est une marque. Ok, d'accord. J'avais pas compris. Donc du coup, effectivement, on fait des teasers. Vous faites des teasers pour Fun. J'ai bien compris. Pour Unicamp. D'accord, vous faites un teaser pour une formation. Unicamp, c'est la marque des 19 établissements qui vont produire 1000 formations. D'accord. Ok. Non, moi je faisais référence mais du coup je ne vais pas mobiliser, mais effectivement je faisais référence au fait qu'on fait des teasers. On parle des teasers et de la communication. Les teasers, il faut qu'on ait une cible. Souvent le teaser apparaît dans Fun à un endroit bien précis. Ce qui m'étonnait, c'est de voir qu'il était externalisé sur des réseaux sociaux et que du coup, effectivement, c'est plus du tout le même type de production. Parce que c'est vrai que souvent, on travaille avec l'enseignant pour mettre en valeur... on voyait l'exemple des droits d'auteur, mais on a fait, par exemple, le harcèlement sexuel au travail. C'est un teaser particulier qui n'est pas le même qu'un teaser sur la résonance magnétique nucléaire, par exemple. Et on va peut-être, d'un côté, peut-être aller chercher peut-être un public à l'extérieur de la plateforme Fun où on va promouvoir, aller chercher peut-être plus des chercheurs. Enfin, le public n'est pas le même. Effectivement, nous, on se retrouve en tant que réalisation, on se retrouve souvent avec le chercheur qui veut faire, je veux faire un teaser, mais faire de la communication, c'est un métier. Et effectivement, je pense qu'il quelquefois, en regardant un petit peu, en s'inspirant des autres teasers, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont à côté de la plaque. Mais bon, c'est faire du joli pour du joli. Ça attire peut-être le client, comme vous dites, mais je pense qu'il faut aussi montrer le contenu du cours. Et voilà, pour moi, c'est ça le teaser, quoi. Je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas ça qui va vendre. C'est raconter dans une vidéo toute la page du syllabus, déjà c'est pas possible. Ah non, ouais. Ensuite, quelle utilité? L'utilité, c'est de ramener les gens sur ce syllabus, où là, ils vont découvrir qu'est-ce qu'ils vont apprendre, c'est quoi le périmètre, combien de temps ça va durer la formation, quel est le prix, en l'occurrence, ou pour des MOOC, il n'y a pas de prix, mais enfin, je veux dire, c'est gratuit. Mais là, on n'est plus du tout... si je vous dis, cette formation, elle est super géniale, elle vaut 1000 €, vous allez apprendre ça, ça, ça et ça. C'est bien. Mais si je vous fais rire et si je vous amène sur la page de description et que vous allez vous dire « Ah, c'est intéressant », eh bien, on aura plus d'impact au global sur le nombre de personnes qu'on peut potentiellement toucher sur les réseaux sociaux. Et c'est en ça qu'on a décidé de changer de paradigme pour être plus impactant. Ouais, mais effectivement, ça joue beaucoup sur l'endroit où se trouve ce teaser. Parce qu'en fait, s'il est déjà sur la plateforme Fun et que je tombe sur ce cours, que j'ai cliqué sur ce lien pour voir ce cours, c'est que déjà j'ai une idée de ce que je veux voir. Donc, tout à fait, du coup, en me retrouvant là, j'ai peut-être d'autres attentes que
de découvrir une accroche autre, justement, sur un réseau social ou autre. On est d'accord, en fait. Merci. Du coup, effectivement, le fait d'avoir invité Étienne, c'est justement pour montrer que les services de création audiovisuelle existent déjà et produisent déjà des choses intéressantes. Je te laisse faire. Ouais. Alors, je vais me mettre. Et comme ça, je serai déjà là. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais présenter justement notre service de création audiovisuelle donc de l'Université Paris 8. Donc, c'est bien un service de création audiovisuelle et on tient au nom. Alors, je suis désolé, ça défile tout seul. Je vais le mettre pause. Hop. Donc, oui, création audiovisuelle, pourquoi parce qu'on pense et on trouve que c'est important que dans nos métiers et puis dans l'intitulé de notre service, il y a cette dimension technique, mais aussi cette dimension réflexive. Ça s'explique aussi parce qu'au début, du service, on était un pôle, et avant d'être un pôle, on était rattaché au service de communication. Donc nous, en fait, on est des audiovisualistes qui viennent du service communication, donc ça explique aussi que cette dimension créative. Aussi parce que peut-être qu'on est dans une université donc l'université de Paris 8, l'université de Vincennes, qui était un centre expérimental universitaire au début, qui peut-être a cette dimension plus expérimentale que des universités un peu plus conventionnelles, mais aussi, et c'est tout l'argument que je vais défendre ici, c'est parce que je pense que ce service création, on l'a défendu à travers tout le travail qu'on a effectué. Et pour cela, je vais prendre un exemple, enfin 2 exemples, mais le premier exemple qui est le Grand 8. Donc, le Grand 8, c'est le festival de pré-rentrée de l'université. C'est un festival qui a pendant 3 jours où des étudiants, c'est le festival de pré-rentrée, donc il y a des concerts, il y a plusieurs événements. Et l'idée donc qui nous est demandée, c'est de faire un teaser de cet événement. Donc je vais le projeter. Donc voilà, on n'est pas du tout sur expliquer le pourquoi du contenu, pourquoi c'est intéressant de faire un festival de pré-rentrée à l'université, parce que les étudiants s'en foutent, mais vraiment l'idée de se dire c'est chouette, j'ai envie d'y aller, ça a l'air cool, et du coup de vendre un petit peu l'événement, ça je te rejoins. Il faut que je retrouve mon... Ouais. Mais par contre, ce teaser, je le trouve intéressant. Alors, il n'est pas spécialement innovant. C'est un after movie, c'est un teaser basé sur les images d'avant, comme on en trouve souvent. Même si les qualités de Philippine qui a monté sont évidentes. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce teaser, il n'a pas toujours eu cette forme. Au tout début, on était sur un format qui était très différent, où c'était en fait une mise en scène de fiction.
complètement. Et c'était pas des images des éditions précédentes. Et on faisait ces mises en scène de fiction pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est que c'est toujours agréable et intéressant de faire des mises en scène de fiction. C'est des créations pures et on défend la création. Je vais aller trop vite. L'autre chose, c'était de se faire plaisir parce que c'est toujours plaisant de faire des mises en scène, mais aussi de contribuer de manière un peu artistique à un événement qui est aussi qui met à l'honneur les arts. Et puis aussi, c'était à cause de contraintes, c'était qu'on avait peu d'images de l'événement. Et aussi parce qu'on avait un commanditaire qui avait une idée peu précise de ce qu'il attendait et qui nous laissait de faire un peu ce qu'on voulait. Et donc des formes comme ça de mi-fiction, on pouvait faire des blagues, on pouvait mettre en scène, on trouvait que c'était un format intéressant. Et puis il y a eu le Covid notamment, et dans le Covid, c'était particulier, on avait moins de temps, on avait des choses qui étaient différentes en fait en termes d'organisation. Et puis il y avait aussi filmer des gens avec des masques, c'est pas le plus idéal. Et puis il y avait aussi le fait que nous, notre service avait grandement évolué depuis et qu'on était avec beaucoup plus de demandes. Et il a fallu qu'on change un petit peu. Et ce format, il a évolué donc, par manque de temps, parce qu'on avait aussi beaucoup d'images des années précédentes maintenant et qu'il y avait une forme qui finalement un format qui était à la base innovant avec une écriture fictive, etc. Finalement était devenu et trop lourd et peut-être moins pertinent. Et puis aussi on avait les expériences des années précédentes où maintenant la commande était plus claire. Finalement notre commanditaire au fur et à mesure qu'on faisait des éditions avec lui savait plus ce qu'il voulait et il y avait une commande plus claire qui nous disait clairement nous ce qu'on veut c'est vraiment des informations et qu'on voit un peu le festival comme il est quoi. Et du coup on s'est dit mais en fait pourquoi on va se prendre la tête, faisons plus simple et rationalisation et faisons des teasers un peu plus classiques pour rationaliser un peu tous nos efforts et notre temps sur différents projets. Et du coup, ça pose la question de la création. Est-ce que la création est encore là ? Oui, en fait, elle l'est. Parce que déjà, le montage, c'est aussi de la création. Et vous avez vu quand même, on essaie de faire des montages qui soient assez dynamiques, où on se fait plaisir d'un point de vue créatif au niveau du montage. Je rends hommage à Philippine, notre monteuse. On a aussi, dans l'évolution de notre service, réussi à finalement se spécialiser, à recruter une personne qui s'occupe vraiment que du montage, ce qui aussi nous a permis, sur ce type d'événement, qui est un événement pendant 3 jours, qui est très intense, où on est toujours en train de prendre des images, finalement d'avoir une personne qui est sur l'événement que à faire du montage, donc du dérushage, savoir ce qu'on a filmé, ce qu'on a trop filmé, ce qu'on n'a pas assez filmé, nous diriger un petit peu, c'est quand même assez pratique. Et puis voilà, on s'est rendu compte aussi que nos efforts et notre temps, le fait d'en prendre moins pour certains formats, ça nous en dégage pour d'autres. Et qu'on peut faire plein d'autres formats. Alors je pourrais en citer plein. On a fait des interviews de chercheurs, on fait des sorties de livres, on fait des captations, on fait des conférences, on fait d'autres teasers. Bref, il y a plein de formats. Je vous ai mis nos plateformes vidéo si vous voulez aller voir un peu ce qu'on fait. En même temps, je fais un peu de pub. Donc il y a plusieurs formats et je vais vous en parler d'un autre qui me semblait intéressant parce qu'il est à la fois, alors on vend rien, mais par contre il y a toujours cette idée, nous quand on fait des vidéos, c'est des vidéos publiques, donc c'est pour le grand public, c'est pas des vidéos internes, etc. Donc il y a quand même toujours cette dimension de rendre accessible, de vendre quelque chose, en tout cas de capter un public qui est par définition volatile parce qu'il est sur internet, et donc il y avait cette idée de faire un Kifta Science, donc c'est un format de vulgarisation scientifique où c'est des étudiants qui valorisent une notion, un chercheur, un contenu, une connaissance universitaire, et l'idée c'est justement de le rendre avec une certaine émotion. Hop, donc je vous propose de regarder l'épisode et puis on en parle après. Bonjour à tous. L'histoire de la pensée économique est riche, mais méconnue. Étudiants de Paris 8, nous avons décidé de vous la faire davantage découvrir au cours de cette petite série vidéo. Et aujourd'hui, nous voulions vous présenter le concept d'homme moyen. Tout commence au 19e siècle avec Adolphe Quetelet, astronome royal de Belgique. En gros, ça veut dire qu'il passe son temps à observer les étoiles pour le roi. Adolphe Quetelet est statisticien et obsédé par les moyennes.
À l'aide de son télescope, il mesure la position d'une étoile. Et pour ne pas se tromper, il répète ces mesures encore et encore. Les télescopes de l'époque n'étant pas vraiment précis. Il calcule la moyenne de ces mesures en se disant que cette valeur moyenne gomme les erreurs de ces instruments. En gros, il part du principe que la moyenne de ces mesures équivaut à la mesure d'un télescope idéal. Ainsi, il arrive à obtenir la mesure satisfaisante de son étoile. Un jour, grâce à son statut royal, Kötlet a l'opportunité d'avoir accès aux données statistiques sur l'armée belge. Toujours obsédé par les statistiques, il se met à calculer la taille moyenne, le poids moyen et la circonférence moyenne du torse d'un soldat belge. Eh ben, si on prend en compte les frites, la bière et le chocolat, ça fait de sacrés résultats. Problème, les Belges ne sont pas des étoiles, ce sont des êtres humains. Kötlet n'est pas en train de mesurer une seule et même étoile. Mais bien plusieurs personnes différentes. Et cette moyenne est complètement désincarnée. Le point moyen qu'il a trouvé pourrait finalement ne correspondre réellement à aucun soldat belge de l'époque. Dès lors, on peut se poser la question, qu'est-ce que cette moyenne représente réellement? Et puis, ça pourrait être quoi au juste le belge moyen? Pour Kötlet, sa moyenne est un idéal social. Qui incarnerait l'essence de ce qui serait l'objet calculé. En gros, sa moyenne du belge représenterait l'idéal belge, ce vers quoi tout belge devrait tendre. Mais alors, on se rend vite compte que cela peut poser plusieurs problèmes. Par exemple, si on calcule les Belges mangeant en moyenne beaucoup de frites et de chocolat, c'est pas forcément un idéal social du point de vue diététique. Par ailleurs, il s'agit d'un idéal normatif qui peut vite s'avérer stéréotypant. La Belgique, elle est connue pour sa bière. Pour autant, c'est pas forcément dans l'essence du belge d'être alcoolique. Enfin, Kötlet développe sa théorie alors que la Belgique est un pays naissant qui cherche encore à prouver sa légitimité. Son belge moyen n'est d'ailleurs pas dénué d'un certain idéalisme nationaliste. Et si chez Kötlet, tout cela reste malgré tout mesuré, son idée d'homme moyen idéal aura nourri des théories eugénistes, nationalistes et racistes qui amèneront entre autres à divers désastroussements. En même temps, son idée d'homme moyen n'est pas jetée totalement. Elle nous a notamment légué le concept d'indice de masse corporelle, qui permet de définir l'obésité ou le sous-poids. Mais là encore, ces données sont à prendre avec prudence. Elles peuvent être intéressantes d'un point de vue sanitaire ou médical, mais ne doivent pas être accompagnées d'un jugement politique ou social. Et c'est peut-être aussi ça que nous lègue l'idée d'homme idéal d'Adolf Kötlet. Il est possible de mesurer une moyenne statistique à partir de plusieurs individus, mais cette approche quantitative n'est jamais neutre. C'est pourquoi en économie, il est toujours important de déterminer non seulement ce qu'on mesure, mais aussi pourquoi on le mesure et à quoi cela peut servir. Et à l'inverse, en quoi cette mesure n'est pas pertinente. Parce que oui, Français, je dois vous faire une révélation. Les Belges ne sont pas que frites, bière ou chocolat. Voilà. Hop. Ah non, c'est l'autre. Il est où l'autre? Ah. Ça a frisé, désolé. Ouais, mais c'est vrai que si je ne mets pas mon PowerPoint, j'oublie un peu. Donc voilà, en fait, pour présenter un peu le projet, donc c'est un étudiant qui est venu, un enseignant qui est venu nous faire une demande. Lui, son intérêt, c'était de rendre en fait des élèves pas dans une posture passive où c'était l'enseignant qui délivrait son cours, mais dans une posture active où en fait les étudiants allaient délivrer le cours de l'enseignant à un autre public fictif. Et donc sa demande n'était pas si précise, enfin elle était telle que je vous avais dit, mais en termes de format c'était pas si précis. Nous on fait des vidéos qui n'ont pas un intérêt interne, qui ont vraiment une portée externe au grand public. Donc c'est ce qu'on lui a proposé. On lui a proposé de faire une vidéo pour le grand public. Je suis perdu du coup.
Donc une vidéo pour le grand public avec, avec cette idée de vraiment se lancer dans un processus de création où finalement les étudiants seraient là vraiment sur la dimension valorisation, vulgarisation. Donc on leur a donné un petit cours sur comment on met en récit. Et ensuite de s'approprier en fait leurs interviews pour après mettre des images par-dessus, animer, voilà, monter en plusieurs parties. Et il faut que j'ai la suite. Peut-être passer si ça vous va, parce que ça connecte avec les questions de diffusion. Ouais, bah là en fait voilà, sur ce que je voulais revenir, si quand même, c'était de dire que justement, finalement, le temps qu'on a gagné sur un format, bah, on a pu le mettre sur un autre format, et que ça nous semble intéressant parce que finalement cette question de la création, on la perd pas, et je pense qu'elle est un peu inhérente à nos métiers. En tant qu'audiovisualiste, et que vraiment je pense que le fait d'avoir défendu cette idée de création et que ce soit même dans notre service est en fait très important parce que ça nous permet de nous définir comme ça et pas simplement comme des producteurs de contenu, mais comme des personnes qui ont une réflexivité justement sur ce contenu, qui ont une ingénierie vis-à-vis de la question audiovisuelle, et d'avoir en fait obtenu cette confiance auprès de la direction, auprès des différents services, auprès de tous les commanditaires qui viennent nous demander des vidéos. Je pense que c'est quelque chose de très précieux et c'est quelque chose qu'il faut qu'on défende dans nos métiers parce que c'est le meilleur moyen pour nous de servir l'intérêt général et le service public. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions aussi. Donc effectivement, moi je suis directrice de la communication et donc ici à l'Université d'Angers. J'espère que vous êtes contente de l'accueil que vous ont réservé les collègues et que vous profitez. Alors hier j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit ouais, la douceur angevine, on ne pensait pas que c'était ça. Mais donc voilà, j'espère que vous n'avez pas trop chaud et que vous avez quand même profité du temps ici. Nous, la particularité au niveau de l'organisation, les collègues vous ont peut-être un petit peu expliqué, mais on a une direction de l'audiovisuel qui a à la fois un pôle production et un pôle infra. Et le pôle production, en fait, on travaille à la direction de la communication en étroite collaboration. Et on a un collègue qui est à demeure dans l'équipe, avec qui en fait on produit notamment un format qui s'appelle Instant UA, qui est un format de type brut, on va dire, pour faire simple, que vous connaissez tous, puisque l'objectif que nous on est vraiment sur une stratégie de valorisation. Nous, notre rôle, c'est de raconter l'université, la valoriser et de faire en sorte que le grand public puisse également connaître et bien identifier ce qui s'y fait. Donc on est vraiment dans une démarche, on va dire, de storytelling depuis qu'on a lancé notre marque. L'idée, c'est de montrer l'université comme elle est, et c'est un slogan qui est déjà pris par quelqu'un d'autre, mais l'idée, c'est effectivement, on vous montre l'université et vous pouvez avoir envie d'y venir. Et dans la stratégie, comme disait Sandrine, on est vraiment derrière sur une stratégie cross-média de partage de ces contenus. Donc les contenus, ils sont créés d'un point de vue journalistique ou effectivement en communication institutionnelle. Donc pour Instant UA, je vais vous montrer un des derniers qu'on a fait. Alors on a une plateforme YouTube qui est éditorialisée en collaboration justement avec la direction de l'audiovisuel. Et donc forcément, on a une ligne éditoriale commune avec des séries, et on a des chaînes par composante et une chaîne globale de l'université qu'on retrouve en lien notamment sur notre site web. Et donc on est vraiment dans une dimension cross-média, c'est-à-dire qu'on va réaliser cet Instant UA qui est un temps d'actualité à peu près 1 par mois. Ensuite, il est partagé sur les réseaux sociaux en direction notamment aussi des journalistes sur Twitter, mais aussi en direction des étudiants, et on le remonte également sur la newsletter de l'université. Donc là, un petit exemple, sachant que c'est pas toujours dans nos murs, donc Stéphane qui est devant est souvent à la manœuvre, et ils partent en duo avec le journaliste de l'équipe. Donc un petit exemple récent.
j'ai 24 ans. En fait, je viens du Kurdistan. Je suis quitté mon pays parce que j'avais des raisons personnelles, mon orientation sexuelle, et j'étais athée. En fait, je peux dire que c'était pas facile de regarder le film parce que je trouvais plein de points communs avec ma vie, donc c'était un peu touchant. À l'Université d'Angers, il y a un bureau des internationaux qui est là pour accueillir les étudiants ou les chercheurs en exil, pour favoriser leur intégration. Nous avons également un centre de langue française qui permet de suivre le parcours des étudiants et éventuellement aussi de leur proposer le DU Passerelle, un diplôme d'université qui est financé notamment par le réseau MENS, donc des migrants de l'enseignement supérieur. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'être sur un traitement d'actualité et en même temps une valorisation, on l'a vu là, de nos diplômes et de nos valeurs. Donc, on travaille vraiment sur l'identification des sujets en fonction de l'actualité. C'est dans notre équipe éditoriale où, en fait, on va décider qu'est-ce qu'on traite et comment on valorise tel ou tel événement de l'université pour en faire ce qu'on appelle un instant UA. Donc voilà, ça, c'est un exemple que je voulais vous partager sur la manière dont on travaille, là, pour le coup, avec Stéphane, qui est dans l'équipe audiovisuelle. Pour autant, on a des collaborations assez importantes avec l'équipe et avec les autres collègues qui sont au sein de la direction de l'audiovisuel. Et notamment, je voulais vous raconter l'histoire de notre plateforme de podcast. Donc en fait, l'université a été créée il y a 50 ans, enfin un peu plus maintenant. Mais en tout cas, en 2021, on a eu une commande qui est arrivée à la direction de l'audiovisuel. Donc je crois que Benoît n'est pas là aujourd'hui, mais de faire des vidéos testimoniales pour que des retraités, enfin des gens qui ont quitté l'université, fassent un petit peu d'archives de ce qu'ils avaient vécu ici. Et en fait, on s'est vite rendu compte, donc la DAV a travaillé avec une commande un peu de l'association des retraités et d'un vice-président qui portait la démarche. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait une très grande hétérogénéité de l'environnement et même sonore. Alors on était dans la cuisine du Petit Papy avec la nappe à carreaux, ou alors dans le jardin avec on entendait les petits oiseaux derrière. On s'est dit c'est pas terrible. Et on sortait du Covid, on était vraiment sur une démarche où le podcast était dans l'air du temps, on va dire. Donc c'est ça aussi le nouveau format, c'est comment on s'inspire de notre quotidien. Et on a discuté nous avec les collègues de la com, donc on a travaillé en collaboration et on s'est dit finalement ce serait beaucoup plus simple de garder que le son, ça évite ce problème de mauvaise lumière, de mauvaise qualité de son parfois. Et donc là on a vraiment travaillé en collaboration et on a conçu 50 podcasts pour les 50 ans de l'université, avec un travail qui a été fait à la fois par le collègue de la com scientifique qui vient de l'univers radio et qui a fait tout le dérochage et le montage, alors que la captation du son était faite par les collègues de l'audiovisuel. Et puis on a même eu un travail en interne avec le service culturel pour créer le jingle. Et donc, on a lancé ces 50 podcasts. Et d'ailleurs, on parlait de valorisation tout à l'heure. On a eu un prix sur une autre association de professionnels de l'enseignement supérieur, qui est l'ARCES. Mais c'était vraiment un prix que moi, j'estime partagé, parce que voilà, ce n'est pas que un prix de la com. Et donc, sur cette valorisation qui avait plutôt très bien marché, là, pareil, on partageait sur les réseaux sociaux, on diffusait. Et ça suscitait d'autres envies, d'autres éléments. Donc là, on est effectivement sur la plateforme, parce que du coup, au départ, on les remontait sur le site des 50 ans et on les poussait sur Spotify et Deezer. Sauf qu'en fait, sur Spotify et Deezer, on ne peut pas éditorialiser les contenus et vous ne pouvez pas, comme dans YouTube, avoir une chaîne avec des contenus en série. Enfin, en fait, il faut que ça soit natif. Donc, on s'est dit, il faut qu'on crée une plateforme. Donc, ça, c'est un site WordPress pour remonter en série. Donc, si tu remontes sur... Voilà. Donc là, maintenant, on a un certain nombre de séries et là, on a des contenus qui sont vraiment variés, qui sont produits par différents collègues ici à l'université, des collègues de l'audiovisuel. Donc tout à l'heure, il y a les collègues qui ont travaillé sur un podcast avec des chercheuses, donc on appelle PIC, c'est penser et traduire. Alors, c'en est un autre, mais c'est pas grave. Penser et traduire, c'est un travail sur de la recherche en SHS. Penser, traduire et représenter les corps. Donc là, les collègues pourront éventuellement intervenir. Et les navettes sonores, c'est là aussi un format nouveau. Alors, avant de vous le faire écouter,
En fait, à chaque fois, il y a effectivement des idées qui viennent de nos enseignants-chercheurs, et c'est comment on peut créer des univers, des séries, enfin des choses qui marchent et qui ne soient pas du one-shot, quoi. Donc c'est vraiment tout le travail qu'on fait en collaboration, et l'idée, c'est de dire comment on fait après pour avoir et de l'enseignement et de la com et un format éditorialisé. Et donc, on a eu, à l'occasion de la semaine de la francophonie, un enseignant-chercheur qui dit « Oui, j'ai créé des navettes sonores pour… » Et alors là, pour le coup, c'est un enseignant-chercheur en physique, et ça rentrait très clairement… Enfin, il voulait les mettre sur Spotify, donc il dit « Bah non, on a maintenant la plateforme. » Et du coup, on a lancé la plateforme en avril à l'occasion de la semaine de la francophonie, parce qu'en fait, pour la petite histoire, donc pour créer cette plateforme-là, comme en plus on est enclenché dans une démarche d'accessibilité de tous nos supports, moi au niveau de la com et toute l'université, on est dans une démarche de rendre tous les supports accessibles à tout public, c'est ça aussi le service public. Et du coup, le son, il fallait une description texte. Donc, il a fallu qu'on repasse tous les contenus qu'on avait pour les avoir en description texte. Donc ça a été un autre travail qui n'est pas que le montage, l'habillage graphique et tout ça. Et donc, on a lancé cette navette sonore, enfin ces navettes sonores en avril, et avec la particularité que cet enseignant en physique a intégré de l'intelligence artificielle pour la voix off. On va vous faire écouter. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur un travail ultra collaboratif avec à la fois de la com, de l'audiovisuel et un enseignant-chercheur. Donc on peut prendre celle de Tahiti, si tu veux. Tant qu'à faire, ça va nous rappeler la météo. Donc ça, c'est le petit jingle UA qui a été créé par des étudiants aussi. Navette sonore. Une expérience de téléportation acoustique à la rencontre d'un lieu lointain ou proche, réel ou imaginaire. Une nouvelle forme de tourisme pour cultiver notre curiosité de l'ailleurs, notre goût de l'étranger. Aujourd'hui, nous accueillons Erari dans la navette. Peux-tu te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Mitouaria Hiliari, j'ai 26 ans. Je suis originaire de Polynésie française. Je suis arrivé à Angers en 2017 dans le cadre de mes études. De brillantes études en mathématiques. Donc voilà, pour une autre expérience sonore qui change aussi de nos pratiques classiques. Mais voilà, c'est aussi raconter une histoire autour de l'université, valoriser le travail et les enseignants et aussi nos étudiants. Donc on est vraiment dans une stratégie que je vous disais à la fois cross-média mais aussi de collaboration. Actuellement, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Sandrine, on travaille aussi toujours avec la direction de l'audiovisuel mais aussi avec les collègues de l'ingénierie pédagogique du service qui s'appelle le LABUA, qui est aussi membre de l'ANSTIA. Je ne sais pas s'il y a des collègues ici, je n'ai pas vu, mais en tout cas, Lou, qui est ici, travaille sur un projet qui s'appelle Postgram, alors qui s'appelait précédemment Micromaster, et là aussi, c'était son nom de dossier. Postgram, c'est le nom plutôt de com. L'idée de ce projet, c'est effectivement d'avoir un cours en ligne qu'on va vendre aussi, et c'est une expérimentation dans le cadre d'un appel à projet, et l'idée, c'est que des étudiants puissent suivre quelques unités d'enseignement sur un master avant de venir s'y inscrire, puisque ça s'adresse essentiellement à des étudiants étrangers. Donc avant qu'ils se déplacent, qu'ils prennent leur billet d'avion, qu'ils aient quand même pu tester ce cours sous la forme d'un micro-master et que ces unités d'enseignement qu'ils ont validées soient capitalisables une fois qu'ils arrivent ici à Angers. Donc on est vraiment là aussi sur une démarche stratégique d'attractivité internationale et le travail il a vraiment été fait de fond avec les enseignants-chercheurs sur tout le contenu pédagogique. Par contre, nous, l'idée, comme en plus c'est une expérimentation qui pourra peut-être communiquer en CCME à d'autres établissements. Donc là, nous, on travaille sur deux, enfin je dis on, mais franchement, moi, je ne fais pas grand-chose. Les collègues travaillent sur deux projets, un dans le domaine du végétal, un dans le domaine des archives. Donc, il y a tout un travail de vidéo qui a été réalisé sur la partie pédagogique. Et nous, en fait, on est arrivé à la com pour travailler sur l'identité visuelle, pour habiller toutes ces vidéos, en créer un univers graphique qui soit déclinable le jour où ça va devenir éventuellement national, si ça
fonctionne. Et on parlait de teaser tout à l'heure. On est en train de travailler. Alors, vous m'avez demandé est-ce que c'est prêt? Bah non, on n'est pas prêt. D'ailleurs, Lou m'a demandé où est-ce qu'on en était. Donc là encore, on va travailler en collaboration. Donc il y a un collègue qui va plutôt être sur les aspects motion et intégration du motion design dans le teaser, parce qu'effectivement l'idée c'est d'être un petit peu sexy, comme disait Lou quand on travaillait l'autre jour dessus, d'intégrer aussi quelques éléments, mais c'est là où c'est difficile, c'est de dire aux chercheurs oui, bah effectivement tu vas pas parler pendant 10 minutes pour présenter, enfin tu ou vous, le master. Donc voilà, c'est l'idée que on est là pour leur expliquer que effectivement il y a des compétences, eux ils ont des compétences, nous on a des compétences, après chacun son métier, et tous les métiers de la com et de l'audiovisuel, l'objectif effectivement c'est qu'après chacun puisse se faire confiance et apporter de la plus-value chacun au projet. Donc là, on en est à la phase bientôt de finalisation de ce teaser, effectivement là aussi pour déclencher l'acte d'achat de ces modules qui seront commercialisés à partir du mois de janvier. Donc là, j'ai rien à vous montrer. Et pour terminer sur ces éléments-là de nouveaux formats, il y a aussi dans ces nouveaux formats forcément des contraintes et des limites. Bon, on a vu la contrainte de temps, la contrainte de libérer du temps et de dire ah bah, c'est bien, mais créer des chaînes, des choses qui demandent énormément de travail pour finalement entre guillemets 50 vues. Alors des fois c'est des vues qualitatives dans le cadre d'un projet, d'un colloque par exemple. Pour autant l'idée c'est aussi de dire si on doit passer plus de temps sur ces projets-là, comment on libère du temps pour autre chose. Alors sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a expérimenté cette année, enfin c'est pas nouveau, le format sur Instagram des Reels. Je ne sais jamais comment on le prononce, hein, Reels, Réel, voilà. Enfin vous voyez de quoi on parle. Et effectivement, nous on peut proposer des scénarios, travailler avec les collègues de l'audiovisuel, tout ça. Mais en fait, pourquoi nos étudiants ils se filmeraient pas pour aussi intégrer cette démarche de façon finalement de raconter aussi leur université et de travailler finalement sur des projets avec nous. Alors dans le cadre des élections, on sait très bien que les élections étudiantes, c'est pas toujours évident de susciter là aussi l'envie d'aller voter. On avait cette année une service civique qui travaillait sur l'engagement étudiant et finalement on a travaillé avec elle. Alors là pour le coup l'audiovisuel n'a pas été impliqué, mais nous on a travaillé avec elle sur les scénarios, le texte et qu'est-ce qu'il y avait à dire, sur à quoi servent les conseils, etc. Et finalement elle s'est filmée toute seule. Par contre, après, on a assuré le service après-vente. Stéphane l'a formée un petit peu aussi. Et pour qu'elle puisse produire ses petits contenus vidéo, un par jour. Et nous, par contre, on a travaillé sur l'éditorialisation, là encore, du séquençage de la communication derrière. Donc, si on peut montrer, voilà. Alors, le son doit être coupé. Aux conseils centraux. Alors, ça peut paraître un peu flou, cette histoire de conseils centraux. Mais pour faire simple, c'est là où sont prises toutes les décisions importantes de l'Université d'Angers. Budget, subventions aux assos, modalités d'examen. Alors c'est vraiment important que les étudiants qui parlent en votre nom vous représentent vraiment. Donc voilà, c'est brut, on entend voilà, c'est pas parfait en termes d'audiovisuel. Ceci étant, on a eu une évolution du taux de participation. Alors c'est difficile de mesurer l'impact, hein. Autant on a des j'aime, on a des vues. On ne sait pas si c'est ça qui a transformé ou le contexte, etc. Pour autant, ce qui est important, c'est de voir comment on peut se saisir de nouveaux formats pour voir en termes de com qu'on peut faire des propositions. J'ai envie de dire avec ou sans la collaboration de l'audiovisuel. Alors c'était un petit peu pour vous titiller, mais l'idée c'est qu'effectivement il y a toujours des nouveaux formats, il y a toujours des choses qui sortent et des fois avec les étudiants on peut faire des choses super et je t'ai juste renvoyé là un dernier lien, je ne sais pas si par mail si tu peux lancer. En fait ça m'a évoqué tout à l'heure ce que tu expliquais de faire travailler les étudiants. On a eu des formats pendant le Covid sur des films de prévention pour le coup hyper scénarisés et hyper léchés avec les étudiants relais santé qui ont proposé des scénarios tournés par les équipes audiovisuelles avec l'idée de montrer un petit peu comment, donc c'était inspiré des séries du moment, Casa de Papel, Peaky Blinders, et voilà, comment essayer d'aller
interpeller notre cible, parce que finalement, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est notre cible. C'est qu'on travaille, nous tous, pour une université, pour la valoriser, mais en direction d'un public. Donc un public de chercheurs, un public de futurs étudiants, un public d'étudiants, et avec des messages des fois super importants à faire passer. Et donc cet exemple, juste pour conclure, ça rappelle qu'effectivement, il faut toujours être en mouvement, être toujours dans une dynamique d'écoute des contenus. Et là, pour le coup, on a travaillé avec les moyens du bord. Ça a été filmé dans le parking juste en dessous. Et voilà, je vous laisse découvrir, parce qu'on avait quand même eu la chance de trouver une voiture ancienne en plus qui nous a été prêtée. Donc c'était ça le côté agilitateur. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, c'est quoi dans votre logo agilitateur? Voilà, c'est être agile et avec les collègues se trousser les manches pour faire des choses qui sortent aussi de l'ordinaire dans un but à la fois de com, de pédagogie, voilà, et de narration sur les valeurs de l'établissement. À quelle heure il arrive? À 10h. Il est en retard. Sois patient, tu veux? Merci. Hé, Pépé! C'est chacun son briquet. Ok, je savais pas. Très bien, ce sera comme ça alors. Bien. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'en ai terminé. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est riche de collaboration. Ouais, bonjour, moi j'aurais plusieurs questions en fait. D'abord pour la communication à Angers, vous travaillez sur les podcasts et j'aurais voulu savoir le public cible en fait et si vous avez des retours sur la consommation de vos podcasts par rapport à votre public cible en fait, pour voir comment est la consommation en fait des podcasts. Je ne sais pas si c'est les personnes extérieures de l'université, les étudiants, les enseignants-chercheurs. J'avais une deuxième question, c'était pour le collègue de Paris 8, pour Kiffe ta science. Est-ce que le contenu pédagogique était fait par les étudiants en fait, dans le cadre d'un cours où c'est les étudiants qui s'approprient en fait, le contenu pédagogique et qui le retransmettent en fait, c'est du partage par les pairs en fait, donc c'était pour savoir si c'était comme ça. Et la troisième question, c'est un peu pour vous trois et même peut-être toute l'Assemblée. On parle de plusieurs médias en fait, de communication. On voit YouTube, Vimeo, Instagram. Et est-ce que vous, les collègues, avez utilisé Twitch en fait, par rapport pour de la diffusion, est-ce qu'en thématique, parce que Twitch n'est plus utilisé que pour du gaming, on va dire, et est-ce que vous partez sur des supports de communication, on va dire ça comme ça, des médias autres que, on va dire, les médias traditionnels qu'on utilise, nous, YouTube et Instagram. Voilà, c'était les petites questions. Alors sur la cible des podcasts, en fait ça dépend des séries. Clairement, il y a des séries qui sont vraiment faites dans un, comme je disais, penser, traduire, représenter les corps. On est sur une cible plutôt recherche. Ensuite, on a un podcast qui s'appelle Conseil de pro qui est fait par le SUIOIP et peut-être les collègues là peuvent en parler aussi. L'idée c'est d'être plutôt sur susciter de l'intérêt sur l'insertion professionnelle. Donc après, j'ai envie de dire, sur notre plateforme, on n'a pas de nombre de vues, enfin d'audio plutôt. C'est peut-être le bémol. Donc effectivement, c'est difficile de savoir le taux d'écoute. Pour autant, en fait, il y a une diffusion qui va être à la fois, ce que je disais tout à l'heure, on est sur du cross-média, donc effectivement, on peut avoir des indicateurs et ça marche pas toujours aussi bien selon les séries, mais ce que je disais tout à l'heure, ça dépend aussi alors on ne l'a pas lancé depuis très 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 longtemps, sauf ceux sur les 50 ans, mais ça dépend aussi de ce qu'on veut en faire, de toute façon.
Parce que des fois, on est sur des publics beaucoup plus captifs. Mais disons que nous, ça nous permet d'avoir un travail surtout d'éditorialisation. Et on sait quand même que les chercheurs, ça les intéresse d'aller sur ce champ-là. Pas plus tard que ce matin, Stéphane a enregistré un son pour Radio Campus, pour que la présidente parle aux étudiants par rapport là au contexte électoral. Et en fait, ça lui est venu l'idée, en enregistrant le son qui doit durer peut-être 40 secondes, de se dire que finalement, ça pourrait être pas mal d'avoir cette utilisation-là pour elle, des fois, s'exprimer, et plutôt que de faire un édito, par exemple. Donc voilà, c'est là encore, écouter, susciter des nouveaux projets en fonction des idées des uns et des autres. Sur Twitch, je peux répondre. Nous, on l'a expérimenté là aussi pendant le Covid. Sur la base de cette expérimentation où on avait beaucoup travaillé avec notre école d'ingénieurs Polytech, où on avait des gamers qui étaient dessus. On a voulu faire une soirée Twitch à l'occasion du Giving Tuesday, qui est un événement solidaire, avec l'idée de déclencher aussi des dons. Très honnêtement, en plus on en a parlé la semaine dernière, il y a 15 jours, avec les collègues de l'ARCES justement, ça marche pas hyper bien. Et nous, cette expérimentation, bon, la chaîne elle a été créée, mais on l'exploite pas en fait. Ça reste assez confidentiel, et c'est vrai qu'il y a eu une montée à un moment où des journalistes allaient dessus, créer des interviews, tout ça. Mais en fait, à notre niveau, l'idée, c'est aussi de se recentrer sur ce qu'on sait bien faire. Et là, pour le coup, c'est un autre univers. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme TikTok. Laissons aux étudiants leur place, et on n'est pas, en tant qu'institutionnel, toujours partout, en fait. En tout cas, c'est mon point de vue. Ouais, donc là ça va mieux. Je disais donc pour la question de savoir si c'est des étudiants que vous avez vus qui ont écrit les textes. Alors oui et non, c'est-à-dire que le projet c'était ça, c'était que les étudiants de licence 1 d'économie jouent le texte. Pour cette première édition, celui que vous avez vu, il sort de la première édition, on n'a pas réussi à maintenir des élèves en un semestre, ce qui fait que après les étudiants étaient ailleurs sur d'autres choses, etc. Et du coup on a fait un appel à étudiants, un peu un appel libre, de tout bord, qui avaient envie de se confronter à ce jeu de caméra, mais le texte en lui-même, il a bien été écrit par des étudiants, et c'est tout l'intérêt en fait pédagogique, c'est que justement les étudiants soient dans une posture non pas passive d'écouter un cours et de l'apprendre, mais dans une écoute active, d'écouter un cours, faire une sélection pour synthétiser ce cours, et puis ressortir ce qu'ils ils pensent intéressant d'en ressortir. C'était vraiment la demande de base. Ensuite, pour ce qui est Twitch et des autres plateformes, je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir la compétence et parfois l'usage de ces plateformes pour bien comprendre en fait quelles sont ces plateformes. Et on ne pose pas la même chose sur toutes les plateformes. Et moi, personnellement, Twitch, je ne l'ai pas. C'est posé la question de TikTok. Alors TikTok, on a essayé, mais pour des raisons plus géopolitiques, l'université a dit qu'on n'irait pas, parce que la direction nous a... Donc voilà, on a fait la demande et la direction nous a répondu. Et après, pour Twitch, on y est allé, on a fait une expérimentation, mais peut-être que, Alex, tu peux peut-être parler un peu plus de ça. Et pour le coup, c'est pas on ne met pas du tout le même contenu que sur Vimeo ou sur YouTube, et le type de communication est différent. Oui, juste pour compléter ce que dit Étienne, effectivement, on a expérimenté Twitch, nous, cette année. On utilise beaucoup Vimeo, plutôt pour le côté workflow, back-office, et YouTube pour le côté visibilité. Effectivement, c'est des contenus qui sont très institutionnels, très maîtrisés sur ces deux canaux-là. Et là, en fait, on est en train de travailler sur la création d'une radio filmée et d'une radio en direct à l'université, parce qu'on a un studio radio du coup dans notre service. Et on a fait un événement qui s'appelait la Semaine de la radio cette année. Et donc, c'était 3 jours de radio en direct, avec des émissions préenregistrées, des émissions en direct, et certaines émissions étaient filmées. Voilà. Donc on a fait des choses avec un journaliste de Skyrock qui est venu, etc. Et donc on a décidé d'utiliser Twitch dans ce cadre-là, en sachant que les émissions sont faites et animées par des étudiants. Donc du coup, là, c'était l'idée d'avoir quelque chose de plus pédagogique, pas plus pédagogique, mais plus expérimental et moins maîtrisé dans le contenu, dans la forme que ça allait prendre.
Et du coup, on s'est dit que Twitch serait intéressant pour ça, parce que voilà, on maîtrise moins institutionnellement ce qui va se faire dans ces émissions de radio, et du coup, on s'est dit que c'était intéressant d'avoir une plateforme qui serait dédiée à cet outil-là, et ça a très très bien marché, parce que les étudiants se sont vraiment emparés de Twitch, ils ont beaucoup partagé le lien, etc. pendant les 3 jours, et donc pour le coup, ça a vraiment fonctionné. Et je pense que nous y aller en mettant du contenu institutionnel, travailler de la manière dont on le fait, c'est pas forcément pertinent en effet, mais le penser dans un usage appliqué, par exemple, pour le laisser se faire emparer par des étudiants, même si nous on est là quand même pour cadrer l'usage et la finalité, voilà. Juste pour vous partager ça. De manière globale, on essaye quand même de penser sur chaque plateforme une ligne éditoriale globale de les vidéos qu'on met et du type de contenu audiovisuel qu'on met. C'est vrai aussi sur le SoundCloud par exemple. Alors, la question des canaux de communication, elle est fondamentale. On produit des contenus, quels qu'elles soient, des vidéos, des images, du texte. C'est toujours dans un objectif spécifique. Et derrière, on a des ressources à mettre pour promouvoir la diffusion. Il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on attend de cette diffusion sur ce canal. Parce que si c'est pour investir un travail de dingue et derrière avoir 3 clics, ça ne sert strictement à rien. Donc il faut, quand on va sur un canal, se poser la question, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on investit à long terme? Qu'est-ce qu'on va mettre comme effort? Combien de temps les collègues vont mettre dessus, à la fois en animation, à la fois en production de contenu? C'est toute une stratégie à mettre en œuvre. Et si le temps, on le met là-dessus, on ne le met pas sur autre chose. On a eu la même posture pour TikTok, où on a rétro-pédalé parce que pour des questions effectivement géopolitiques. Personnellement, moi je préfère rester sur des canaux en termes de réseaux sociaux, hein, un petit peu plus mainstream, même si c'est moins créatif, moins centré, mais où on est sûr de capter du trafic. Et par contre, investir sur, je ne sais pas, une coopération avec un gros média en one-shot qui nous ramène ponctuellement du trafic de personnes qui vont ensuite rester sur la plateforme, là ça m'intéresse. Il y a quelques années, on a vu un MOOC sur les animaux, le bien-être animal, qui était un sujet, qui l'est toujours. Et là-dessus, on avait été contacté par Alain Bougrain-Dubourg, qui a une émission sur France Culture. On avait discuté un petit peu ensemble et on était passé dans son émission. Et là-dessus, moi j'avais fait la promo de nos apprenants de manière à informer qu'il allait y avoir une émission à un moment M. Et donc je lui amenais du trafic et en échange de quoi il assurait la promotion du MOOC et il nous ramenait du trafic. C'est là-dessus qu'il faut, enfin à mon avis, de ma posture de responsable de communication, où je peux, en jouant des coups spécifiques, faire en sorte de maximiser la visibilité à moindre coût en termes financiers et en termes de production de contenu. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas investir une grosse production de contenu, s'assurer sur le long terme d'être présent, de répondre à une communauté. Et c'est ce qu'on a fait avec Unicamp depuis déjà un certain temps, alors qu'on n'avait pas grand-chose à dire, puisque les formations, elles n'étaient pas... voilà. Mais on a préparé une audience, et là, on y va avec les formations. Mais des fois, c'est un petit pincement au cœur parce qu'on se dit il y a un canal qui a l'air vachement sexy, il y a un type de cible qu'on aimerait bien toucher, mais il ne faut pas se mettre en difficulté pour toutes les autres actions dont on est comptable. Merci beaucoup. Bonjour à tous les trois. D'abord, merci pour votre présentation parce que je trouve que c'est très... déjà, vous complétez bien tous les trois sur ce que vous apportez. Pour ma part, je suis assez convaincu du fait qu'il faut qu'on s'adapte en effet à la capacité d'attention des gens et à ce à quoi ils sont habitués dans leur quotidien. Je trouve que déjà pour l'Université d'Angers, c'est une des pistes de résolution de ce genre de soucis pour capter l'attention. C'est ce que vous avez réussi à faire, à savoir collaborer entre des services de com, d'audiovisuel, de recherche pour ensemble trouver une solution qui fonctionne. Ça, je pense que c'est assez louable et pas toujours facile à mettre en place dans les universités. Et en l'occurrence, je me posais une question sur votre dispositif de podcast, parce qu'on se pose aussi, nous, des questions à l'Université de Lorraine sur le podcast et sur comment bien le partager.
Je trouve que la plateforme que vous proposez est très pertinente, mais moi, en tant qu'usager, en tant que gros consommateur de podcasts, c'est vrai que je trouve qu'il y a besoin de quelque chose de facile. Et donc, peut-être, j'aime bien passer par une appli dans laquelle j'ai tous mes podcasts. Et donc, c'est vrai qu'avoir un site... Alors, je me demandais si vous aviez un flux RSS qu'on peut du coup charger sur une appli de podcast. Oui, complètement, en fait. En fait, l'idée, quand on a créé ceux des 50 ans, ils étaient sur un site des 50 ans et on les poussait sur Deezer et Spotify. Donc, vous les retrouvez sur Deezer et Spotify. Quand on a voulu intégrer ceux qui avaient été faits pour le SUIO IP par Manuel, je crois, qui est par là, en fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas éditorialiser en tant que chaîne d'établissement sur Spotify ou Deezer. Donc, il fallait qu'on éditorialise chez nous pour les ranger et qu'ensuite, on continue à les pousser. Donc, en fait, tous ceux qu'on crée sont partageables. Il y a un icône de partage, de téléchargement de la version audio, texte. Et effectivement, vous pouvez les retrouver. Alors, on est encore en phase de test parce que pour le moment, quand on les recherche sur les plateformes, on tombe toujours sur ceux des 50 ans en premier. Je pense que c'est une histoire aussi peut-être d'algorithmes liés au nombre, parce qu'ils sont 50, enfin il y en a 50, les autres sont des séries plus courtes. Donc on fonctionne encore par essai-erreur, mais c'est vrai qu'on a mis pratiquement 1 an à retravailler et la plateforme et à avoir suffisamment de contenu et à faire toute la partie description texte pour arriver à lancer ce projet. Donc c'est un site WordPress avec un plugin intégré. Donc voilà, sur les aspects techniques. Et sur justement Spotify, vous passez par un distributeur ou vous pouvez les pousser par vous-même On les pousse par nous-mêmes. Ok. C'est que du fait maison, tout ça. Il n'y a rien de payant. Et juste une deuxième, très rapidement. C'est juste à l'UL, là on a vu pas mal sur des teasers dans votre présentation. On essaye aussi de mettre en scène nos captations, quand on a des captations de colloques, etc. Essayer de rendre les amphis un peu sympas avec du mapping ou des choses comme ça. Je pense que c'est aussi une autre voie, une autre piste pour rendre les contenus un peu plus attractifs. C'est que, ou comme là, de bien éclairer aussi les salles qui des fois ne sont pas adaptées pour les captas, ça peut jouer. Eh ben, merci beaucoup pour cette question conclusion. Du coup, la table ronde est terminée parce qu'il est 13h et quelques, je suppose. Il y a une pause de 13h à 15h pour déjeuner et aussi pour voir les partenaires, les prestataires. Merci beaucoup à vous, évidemment. Et voilà. Et rendez-vous à 15h pour un retour d'expérience autour de l'IA en conclusion de ces 2 journées.